Bonjour et bienvenue. Alors, la société, est-ce que c'est une sorte de grande machine qu'on peut mesurer? Une histoire qu'on se raconte les uns aux autres? Ou carrément un champ de bataille qu'il faudrait transformer? C'est une question énorme et aujourd'hui, on va décortiquer les trois grandes écoles de pensée qui essayent d'y répondre. En fait, tout part de là. Selon la réponse que l'on donne à cette question, on adopte une perspective complètement différente. C'est un peu comme si on avait trois paires de lunettes distinctes pour regarder le monde social. Mais avant de chausser ses lunettes, il faut comprendre sur quoi elles reposent. Et en gros, toute théorie sociale, quelle qu'elle soit, est construite sur la réponse à deux questions vraiment fondamentales. La première, c'est l'ontologie. Ça a l'air compliqué comme mot, mais en fait, la question est simple, c'est quoi la réalité? Est-ce que le monde social existe en dehors de nous, comme une montagne ou une planète, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on crée tous les jours par nos interactions? Et la deuxième question, c'est l'épistémologie. Là encore, c'est juste une façon de demander, OK, si cette réalité existe, comment on fait pour la connaître? Est-ce qu'on doit sortir des instruments de mesure? Est-ce qu'on doit plutôt interpréter des symboles? Ou est-ce qu'on doit critiquer les discours dominants? Allez, on commence. On met notre première paire de lunettes, celle qui voit la société, un peu comme un biologiste observerait un écosystème. On appelle ça le paradigme positiviste. Pour les positivistes, la société est un système bien réel qui existe en dehors de nous. L'idée, c'est qu'on peut l'étudier de manière neutre, objective, un peu comme un physicien qui étudie la gravité. Le but du jeu, c'est de trouver les grandes lois universelles qui régissent son fonctionnement. Un bon exemple de ça, c'est le fonctionnalisme. Cette école de pensée voit la société comme un corps humain. Chaque partie, la famille, l'école, l'économie, a une fonction bien précise, et toutes ces parties travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre et la survie de l'ensemble. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut appliquer cette vieille théorie à notre monde numérique. On peut se demander quelle est la fonction de Facebook dans la société. Est-ce que ça crée du lien, ou au contraire, est-ce que ça polarise? Les algorithmes de recommandation, vus comme ça, deviennent des sortes de régulateurs qui orientent le système. Dans la même famille d'idées, on trouve le behaviorisme ou comportementalisme. Eux, ils se concentrent uniquement sur ce qui est visible, observable. Pour eux, nos actions ne viennent pas de pensées profondes, mais sont le résultat d'un apprentissage. On a été conditionné par des récompenses et des punitions. Et ça, c'est incroyablement pertinent aujourd'hui. Pensez à la petite décharge de plaisir quand on reçoit un like. C'est une récompense. Les notifications, les points, les badges, tout ça, c'est du design behavioriste pur et dur, conçu pour nous faire revenir et nous faire cliquer. Mais et si la société n'était pas du tout un objet à mesurer? Et si c'était plutôt une immense conversation, une histoire qu'on écrit ensemble? Ça nous amène à notre deuxième approche et vous allez voir, le contraste est saisissant. On change complètement d'objectif et de posture. Alors, on enlève la blouse blanche du scientifique et on prend la loupe de l'interprète. Ici, ce qui compte, ce ne sont pas les faits bruts, mais la signification que les gens leur donnent. Pour les interprétativistes, la réalité sociale n'est pas une chose fixe qu'on découvre. Non, c'est une chose qu'on construit tous les jours à travers nos discussions, nos gestes, nos regards. La réalité est subjective, elle dépend du sens qu'on lui donne. L'interactionnisme symbolique est vraiment au cœur de cette idée. Il nous dit que le monde social est tissé à partir de milliards d'interactions quotidiennes. Chaque mot, chaque objet, chaque geste est un symbole chargé de sens, et c'est en interprétant ces symboles qu'on navigue dans la vie sociale. Le sociologue Erving Goffman a poussé cette idée très loin avec une métaphore géniale. La vie sociale, c'est du théâtre. On est tous des acteurs sur une scène, on joue des rôles, on a des costumes, et on essaye constamment de gérer l'impression qu'on donne aux autres. Et là encore, c'est d'une actualité brûlante. LinkedIn, c'est la scène professionnelle où on joue le rôle du collaborateur parfait. Instagram, c'est la scène de la vie personnelle idéalisée. TikTok, une autre scène encore. On passe notre temps à mettre en scène nos différentes identités en ligne. Goffman aurait adoré. Ok, troisième et dernière paire de lunettes. Celle-ci ne se contente pas de regarder la surface. C'est une sorte de scanner à rayons X, conçu pour voir ce qui se cache en dessous. Les rapports de force, les inégalités, les conflits. C'est le paradigme critique. Et ici, le but n'est pas seulement de comprendre le monde, mais de le changer. Pour cette approche, la réalité sociale n'est ni un système harmonieux, ni une simple conversation. C'est un champ de bataille où des groupes avec des intérêts opposés luttent pour le pouvoir. L'école de Francfort, par exemple, a développé des critiques très puissantes. Ils ont forgé le concept d'industrie culturelle pour décrire comment les médias de masse, le cinéma, la radio à l'époque, produisaient une culture de masse standardisée qui endort l'esprit critique et maintient l'ordre social en place.
Ça ne vous rappelle rien? Aujourd'hui, on pourrait dire que les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc., sont la nouvelle industrie culturelle. On critique leur modèle économique, basé sur l'économie de l'attention, la collecte de données, et leur rôle dans la création de bulles de filtres qui appauvrissent le débat public. C'est la même logique. Le post-structuralisme, lui, va encore un cran plus loin. Il s'attaque à l'idée même de vérité. Pour des penseurs comme Foucault, ce qu'on considère comme vrai ou comme un savoir n'est jamais neutre. C'est toujours le produit d'un discours, d'une manière de parler du monde qui sert les intérêts d'un pouvoir. C'est un outil intellectuel surpuissant pour notre époque. Il permet de déconstruire les fake news en se demandant qui parle, d'où vient ce discours, à qui profite-t-il. Et avec l'arrivée des contenus générés par IA qui bousculent notre rapport à la réalité, cette approche critique est plus nécessaire que jamais. Alors, à quoi bon tout ça? Est-ce que ce sont juste de vieilles théories poussiéreuses? Pas du tout. C'est une boîte à outils incroyablement précieuse pour essayer de donner un sens au monde numérique complexe et parfois chaotique dans lequel on vit. Prenons un sujet brûlant comme les contenus générés par IA. Avec les lunettes positivistes, on va mesurer leur propagation, leur impact sur les élections, etc. Avec les lunettes interprétativistes, on va chercher à comprendre comment les gens perçoivent ces images, ce qui les rend crédibles ou pas. Et avec les lunettes critiques, on va se demander qui contrôle cette technologie, qui a le pouvoir de générer de la réalité. Voilà, 3 perspectives, 3 manières de questionner le monde. La prochaine fois qu'on se retrouve à scroller, à partager, à interagir en ligne, ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Tiens, en ce moment, avec quelle paire de lunettes suis-je en train de regarder? Est-ce qu'on est en train de mesurer, d'interpréter ou de critiquer? La réponse est souvent très éclairante.